Vous êtes les bienvenus dans Auditions publiques tous les lundis soirs sur LCP Public Sénat. Un invité ou une invitée en l'occurrence, puisque nous avons le plaisir de recevoir ce soir Valérie Rabault. Merci à vous d'être là. Valérie Rabault, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, ancienne rapporteure du budget. Vos interventions sont toujours factuelles. Vous n'êtes pas très fan des effets de manche, le buzz très peu pour vous. Vous êtes dans le genre sérieuse. Est-ce que le PS, qui va tenir bientôt son congrès, va prendre au sérieux vos positions? On va en parler tout à l'heure. À l'Assemblée nationale, 6e recours au 49.3 vendredi soir. Vous avez tempêté contre cette pratique répétée du gouvernement. Mais pouvait-il faire autrement pour avoir un budget? N'a-t-il pas cherché le compromis, repris certaines de vos propositions? Sur la réforme des retraites, y a-t-il un accord possible? L'affaire Quatennens doit-il démissionner? Et surtout, quelles règles adopter face à ce type de cas qui bouscule désormais les partis? Les conséquences plus généralement d'un gouvernement sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous y reviendrez avec Brigitte Boucher et Tam Tranui. L'avenir du PS après les 1,75% d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Vous y reviendrez avec Sophie Dravinel. Les questions d'actu avec Jean-Baptiste Sémerjian. Mais d'abord, je voudrais revenir sur votre tribune, celle que vous avez signée avec Carole Delga hier dans le journal du dimanche. La gauche dont nous faisons partie ne représente plus une voie d'avenir pour les Français. Vous n'avez pas le moral? C'est la grande déprime pour vous? Non, c'est pas la grande déprime, mais il faut toujours être lucide sur le point de départ. Il faut faire un constat très clair. Nous gagnons des élections au niveau local. Nous présidons 8 régions sur 15. Carole Delga, avec qui j'ai co-signé cette tribune, est la présidente de Région de France. Elle a été la mieux élue de tous les présidents et présidentes de région. Nous présidons un tiers, quand je dis nous, c'est le Parti socialiste, des départements en France, des grandes villes. Et pour autant, nous ne transformons pas l'essai au niveau national. Donc, ça pose question. Et au niveau national, eh bien, il y a toujours 2 questions qui se posent. L'incarnation et le cap qu'on veut donner à un pays. L'incarnation, un leader. Et le cap, représenter votre camp. Et le cap, c'est d'abord le cap ou d'abord l'incarnation? Je pense que c'est d'abord... Alors, en général, on marche sur 2 jambes, donc c'est souvent, ça marche l'un avec l'autre. Mais le cap n'est pas l'addition de politique locale, n'est pas l'addition de mesures qui pourraient exister. C'est vraiment de dire quelle est la force intérieure qu'on donne à une société ou qu'on a envie de faire rayonner ou qu'on a envie de propulser. Et donc, ces interrogations-là, bien, elles se posent en premier lieu à nous, qui sommes élus. Et depuis des années, Valérie Rabault. Mais elle se découvrez ça maintenant? Non, je découvre pas ça maintenant. Depuis la défaite de François Hollande, la question. Mais oui, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'elle se pose, peut-être un peu plus. Et donc là, il y a un congrès du Parti socialiste. Nous avons souhaité dire des choses avec Carole Delga. Vous voulez compter. Vous faites quand même un constat assez terrible dans cette tribune. Vous dites que la gauche choisit l'émotion plus que la raison. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux qui aiment les sciences, les mathématiques. D'ailleurs, quand on relit... Vous êtes une ancienne matheuse. Enfin, vous êtes une matheuse. J'aime les maths, j'aime les maths, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on relit même les textes de la Révolution française, si les savants n'avaient pas pris les scientifiques n'avaient pas pris leur part à cette révolution, elle n'aurait jamais été ce qu'elle a été. Et donc, tout au long des républiques qui se sont succédées dans notre pays, on voit que les sciences, le progrès ont été un moteur très important. Même François Mitterrand, dont tout le monde connaît le goût pour la littérature, a écrit dans sa lettre aux Français en 1988 un passage sur les sciences qui est fantastique, qui est de dire, dans le fond, quand on veut exister sur la scène internationale, certains utilisent des guerres, ce qui est quand même terrible pour l'humanité, et d'autres passent par les sciences, par le progrès. Oui. Ça, c'est écrit dans la lettre de François Mitterrand en 1988, dont tout le monde sait qu'il était un littéraire, qu'il aimait beaucoup lire. Sans doute, on sait moins qu'il avait, dans le fond, une forme d'admiration pour les sciences. Donc, vous choisissez comme parrain intellectuel François Mitterrand. Mais encore une fois, vous vous dites la gauche choisit l'émotion plus que la raison. Donnez-moi un exemple qui fait que l'émotion prime sur la raison à gauche ces dernières semaines ou ces derniers mois. Quand on a vu quand on dit qu'on l'émotion prime par rapport à la raison, c'est dans le fond les choix qu'on a à faire, c'est est-ce qu'on choisit plus la voie populiste ou est-ce qu'on choisit plus la voie de la raison. Et c'est toujours une voie plus difficile, la voie de la raison.
Ne pas se laisser entraîner dans des émotions qui peuvent gagner une société et de se dire, dans le fond, il faut porter ce cap. Et ça, c'est plus difficile. C'est plus exigeant. C'est plus difficile. Et c'est plus exigeant. Et c'est plus exigeant que la stratégie dont vous parlez aussi, celle du clash permanent. Exactement. Vous la refusez. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui revendiquent le clash permanent. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez bien sobre. Hein. Oui, mais parce que je pense que, d'abord, je ne sais pas faire. Donc, c'est peut-être un premier point, effectivement, qui explique que je ne le fais pas. Et je pense qu'en plus, c'est pas... la politique doit prendre un peu de hauteur ou de dignité par rapport aux enjeux difficiles de la société. En tout cas, c'est ma conception des choses. Je sais qu'elle n'est pas toujours partagée, mais je pense que c'est vraiment une exigence qu'on doit se fixer à soi-même pour pouvoir véritablement être en capacité de changer la société, parce que c'est bien ça aussi qui nous est demandé. Il faut des choix clairs. Encore un mot quand même, parce qu'on tourne parfois un peu autour du pot. La stratégie, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait théorisé la nécessité du bruit et de la fureur en politique pour faire avancer ses convictions et ses idées. Vous n'êtes pas de cette famille-là. Mais je reconnais à Jean-Luc Mélenchon d'avoir eu une stratégie, quand d'autres n'en ont pas. Et sa stratégie, il l'a menée aussi en proposant la formation de la NUP. Il a eu une stratégie jusqu'au bout. Et donc, je lui reconnais d'avoir eu cette stratégie-là que d'autres peut-être n'ont pas eu. Oui, mais la stratégie du clash permanent qu'on voit parfois à l'œuvre à l'Assemblée, c'est pas votre truc. Non. Et vous dites c'est pas avec ça qu'on reconstruit le Parti socialiste. Donc je pense que c'est pas avec ça qu'on reconstruit. Je pense que c'est pas avec ça qu'on reconstruit le Parti socialiste. Brigitte Boucher, Tam Tranui se sont installés en face de vous. On commence avec vous, Tam, avec une affaire qui est maintenant portée devant la justice. Oui, l'affaire McKinsey. À la suite, le parquet national financier enquête donc actuellement sur l'intervention de McKinsey dans les campagnes présidentielles de 2017 et 2022, plus précisément sur ce qu'on appelle les interventions pro bono, des interventions dont aurait profité le candidat. Pro bono, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, voilà, dont aurait profité Emmanuel Macron sans avoir à les payer. Est-ce que vous saluez l'ouverture de ces enquêtes? Alors, comme je n'en sais absolument rien, j'imagine que si les enquêtes sont ouvertes, c'est qu'il y a des éléments. Et je n'ai jamais commenté de décision de justice, donc je ne le ferai pas ce soir non plus. Maintenant, si vous me parlez de l'État et de pourquoi l'État a besoin d'avoir autant recours à des consultants, il y a 1 an et demi, j'avais fait un échange croisé avec Amélie de Montchalin où je reproche à ce gouvernement, vous voyez, par exemple, d'avoir voulu supprimer les corps techniques de l'État. Ça veut dire que les corps techniques, ce sont les techniciens, les ingénieurs. Vous dites que l'État n'a plus les moyens, du coup, d'intervenir au niveau des... Non, mais vouloir imaginer... Non, mais quand même, il va imaginer le président de la République et le gouvernement. Vous êtes un jeune ingénieur diplômé, vous rentrez dans la fonction publique, donc comme vous êtes payé moins, en général, que dans le privé, si vous le faites, c'est parce que vous croyez vraiment au service public. Et en plus, on vous dit, vous aurez peut-être un chef qui aura fait l'histoire de l'art et qui vous apportera pas des compétences techniques dont vous avez besoin à 25 ans, parce qu'à 25 ans, on a besoin d'avoir un chef qui puisse vous guider. Et je respecte tout à fait les formations d'histoire de l'art. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste, quand on est ingénieur, on a besoin de pouvoir exercer ses compétences au sein de l'État. Ça, le gouvernement a voulu le supprimer. Donc il a fallu qu'on monte au créneau, on a été plusieurs à le faire, pour que l'État garde ses corps techniques. Sinon, à force de le dépecer et de le priver de ses compétences... Ça veut dire que les compétences, elles n'existent plus à l'intérieur de l'État maintenant ? Il y a un certain nombre de compétences qui n'existent plus. D'où le recours à des cabinets de conseil extérieurs que vous justifiez ? Mais je ne le justifie pas, je le constate. Moi, si vous me posez la question, je préfère que l'État ait des compétences. Je peux vous citer tout un tas de domaines où il n'en a plus. Et je préférerais que l'État soit en capacité d'avoir en interne ses compétences, de pouvoir prendre des décisions. Vous savez, quand il y a des industriels qui me disent, aujourd'hui, on n'a plus de capacité d'échange avec l'État parce que il y a personne en face. Avec qui on discute ? Personne ne peut, dans le fond, fixer des caps stratégiques. Et je vais donner un autre exemple. Obama, quand il était président des États-Unis, toutes les 2 semaines, il recevait son Chief Science Officer, donc la personne qui lui disait, voilà les grands enjeux scientifiques de l'époque, voilà comment on peut orienter les politiques de recherche, toutes les 2 semaines. Donc ça doit être porté au plus haut niveau de l'État. Oui. Et l'État doit avoir des compétences. Bruno Le Maire reconnaît, lui, des abus avec les cabinets de conseil, des recours excessifs aux cabinets de conseil. Il dit qu'aujourd'hui, c'est corrigé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous dites qu'il faut avouer à moitié pardonner ? Non, je pense que ce n'est pas corrigé. Je pense
qu'il en a pris conscience. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec Bruno Le Maire, notamment sur la capacité des corps techniques. Donc, c'était sur ce sujet-là. Maintenant, il faut que, si l'État veut vraiment être crédible, eh bien, il faut qu'il publie chaque année de manière extrêmement exhaustive et précise, transparente, la liste des consultants qui ont été rémunérés par l'État, le montant et pour quelle mission. Et d'avoir un document de synthèse, parce qu'ils vont vous dire que ça existe déjà, qu'on peut le trouver. Oui, mais enfin, s'il y a 15 000 pages, personne ne va aller chercher dans les 15 000 pages. Alors justement, il y a des sénateurs qui veulent, par amendement au projet de loi de finances de 2023, encadrer les cabinets de conseil. Est-ce que c'est une bonne idée? Et si cet amendement arrive à l'Assemblée, vous êtes prête à le voter? Oui, moi je suis prête. Je trouve qu'effectivement, ça fait partie c'est totalement pas transparent aujourd'hui. Donc je veux qu'on puisse avoir une liste précise, qu'on définisse peut-être un plafond maximal de prestations qui ne peut pas être dépassé par consultant, et puis savoir exactement ce qu'ils font. Alors, on passe au 49.3. Oui, vendredi soir, le gouvernement a de nouveau utilisé le 49.3. Donc, c'était pour la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était pas une surprise, j'imagine. Nouvelle lecture, on l'avait déjà eu en première lecture. C'est normal que ça aille vite maintenant. Une forme de logique. Première lecture, deuxième lecture. Non, mais on peut se poser la question de l'utilisation du 49.3. Alors, comme j'aime bien faire des petites recherches, moi j'ai pris la première lecture de la loi de finances. Ce n'était pas la loi de la sécurité sociale, mais la première lecture de la loi de finances. Le 49.3 a été activé 6 fois depuis 1958 sur une première lecture de loi de finances. Eh bien, les 6 fois précédentes, on est allé jusqu'au bout du texte. Là, il y a plein de missions qu'on n'a pas du tout étudiées. Ni les crédits de la gendarmerie, ni les crédits de l'enseignement supérieur. Je ne vais pas vous dire que le budget doit être voté dans un délai de 70 jours. Vous savez ça mieux que moi. Mais vous savez aussi, qu'on n'aurait pas eu le temps de tout examiner. Comme vous connaissez parfaitement étant donné la majorité relative. Vous connaissez parfaitement l'Assemblée nationale et son règlement. Vous savez qu'il y a un article 95 qui permet au gouvernement de mettre les gros articles au début. C'est-à-dire ceux qui pèsent beaucoup, comme par exemple la suppression de la CVAE. Mais il ne l'a pas fait. Donc, pourquoi? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité manquée et que là-dessus, il aurait pu donner des gages. Deuxièmement... Des gages, pardon, mais pourquoi faire, dans le fond? Mais parce que là, on est face à une rupture démocratique. Quand vous avez 21 des 26 articles qui n'ont pas été examinés sur les recettes et que vous avez plus de 40 missions, enfin en tout cas 35 missions sur les crédits qui n'ont pas été examinés. Ça veut dire quoi? Il y a quand même eu plus d'une semaine de débat pour la première lecture, par exemple, du budget. Ça, oui, tout le monde a salué quand même ce débat qu'il y a eu. Il y a eu un débat, mais enfin, quand vous regardez tous les amendements, parce que c'était après l'article 1 qui avait lieu, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de partir sur les 8 milliards de la CVAE et de le mettre au début. Et ça, le gouvernement avait la possibilité de le faire. Le 49.3, c'est constitutionnel. Vous ne remettez pas ça en cause. Le 49.3, c'est constitutionnel, mais j'observe juste que pour la première fois, sous la Ve République, par rapport aux 49.3 qui ont été déclenchés auparavant, les 6 auparavant qui ont été déclenchés sur une première lecture de loi de finances, eh bien une brèche a été ouverte. Donc il piétine davantage la démocracie et le débat à l'Assemblée que ses prédécesseurs. Là, c'est sûr. C'est ce que vous avez dit vendredi. Vous avez dit que le gouvernement dépossédait l'Assemblée de son pouvoir. Vous, votre pouvoir, finalement, c'est de vous opposer en déposant une motion de censure et en la votant. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais... c'est pas... D'abord, on vote une motion de censure quand on arrive à réunir une majorité pour renverser un gouvernement. C'est quand même ça le principe d'une motion de censure. Sinon, c'est jamais qui va forcément le voter. Oui, vous connaissez un peu les équilibres. Donc, on sait quand même faire 2-3 additions et un équilibre arithmétique. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est si le gouvernement voulait... Il nous dit, on discute avec les oppositions. Ce qui est faux, parce que sur 1500 milliards d'euros de dépenses publiques, il pouvait très bien... Combien pensez-vous qu'il en a octroyé aux oppositions via les amendements retenus? Moins de 0,05%. Donc ça, c'est pas un budget où l'opposition a eu sa marque de fabrique, à quelque endroit que ce soit. Vous savez quand même le gouvernement dit, juste sur cette question, le gouvernement dit ça sert à rien de discuter, de toute façon l'opposition ne votera pas le budget. Donc gagnons du temps. Ça fait gagner du temps aux Français, au gouvernement, au Parlement, et puis les Français. La couleur a été annoncée très tôt. Le gouvernement peut le dire peut-être à ses oppositions, mais il le dit même au MoDem, qui est son partenaire, lorsqu'il refuse un amendement qui a été voté par 229 voix. Donc l'amendement de Jean-Paul Mattei sur les superdividendes de Jean-Paul Mattei, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Il va le redéposer en nouvelle lecture. Il va le redéposer, on le revotera, et franchement, que le gouvernement l'ait retiré, ça dit beaucoup de choses. Ça dit quoi?
ça dit qu'on est sur une forme de brèche, une brèche démocratique que je trouve dangereuse. Dans le peu d'amendements qui ont été retenus, il y a quand même un de vos amendements, votre amendement sur la TVA réduite pour les masques, par exemple. Oui. Vous avez quand même obtenu gain de cause sur un certain nombre de choses. Non, mais c'est un amendement un peu... Vous dites quoi? C'est quand vous regardez la masse budgétaire, c'est très important, mais quand vous regardez la masse budgétaire que ça représente, c'est trop anecdotique. On est quand même très loin de ce qu'il aurait... Par exemple, je vais prendre un autre amendement porté par ma collègue Christine Pires-Beaune, qui était de dire, aujourd'hui, vous êtes dans un EHPAD, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt, ce qui suppose que vous payez de l'impôt sur le revenu, mais si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous n'avez pas de soutien. Donc là, c'était un amendement qui était à 600 ou 700 millions d'euros. Il a été voté. Et il n'a pas été retenu par le gouvernement. Là, ce sont des choses très concrètes pour la vie de nos concitoyens. Et plus largement, la future indemnité carburant qu'on va avoir à partir de janvier, est-ce que c'est pas vous ce que vous proposiez il y a un petit peu plus d'un an, c'est-à-dire l'idée d'une indemnité carburant pour ceux qui travaillent et pas pour tous les Français, pour les gros rouleurs qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Est-ce que vous n'avez pas obtenu gain de cause? Je ne sais pas si j'ai obtenu gain de cause ou pas. Toujours est-il. Si. Vous avez obtenu gain de cause. On entend la philosophie de la mesure, en tout cas, ça serait ça. Mais moi, je suis pour que les aides soient ciblées vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc là-dessus, je ne sais pas exactement ce que c'est, le profil et quels sont les seuils qui vont être définis par le gouvernement, parce que je préfère toujours regarder les choses avant. Vous avez fait le cocorico quand même. Vous avez sur le Twitter, discours. Vous avez dit mais voilà, je l'avais demandé il y a un an, et finalement le gouvernement retient. Mais c'est un peu ce gouvernement. Je peux vous donner aussi toute une série de propositions que nous avions faites, qui ont été balayées, refusées, et puis on les voit refleurir 6 mois, 1 an après. Bon, voilà. Finalement, le gouvernement écoute. Vous avez eu raison avant, mais vous finalement vous obtenez gain de cause. Non, mais alors, si vos idées sont reprises, tant mieux. Moi, je suis toujours contente que les idées soient reprises. Par contre, la paternité ou la maternité, elle est rarement attribuée à leurs auteurs. Mais enfin, on n'est pas là pour faire du cocorico. On est là pour que les choses avancent. Mais ce que je reproche au gouvernement, c'est pourquoi il nous a pas écoutés il y a 1 an. Parce que aujourd'hui, on est face à une situation... Oui, il avait une majorité absolue, il faisait ce qu'il voulait. La donne politique a changé. Oui, mais sans doute. Mais on peut aussi avoir comme objectif l'intérêt général, l'intérêt du pays, faire en sorte qu'on aide celles et ceux qui en ont le plus besoin, sans forcément faire des chèques en blanc avec une dette abyssale qui augmente et un déficit qui augmente. Alors, je sais que les finances publiques n'intéressent personne. J'en ai bien compris. Moi, elles m'intéressent parce qu'on se fait toujours attraper par la dette. Et celles et ceux... personne, c'est le gouvernement qui dépense sans compter et sans faire attention. Le gouvernement, et puis même dans le débat public, il y a quand même rarement quelqu'un qui va vous dire les finances publiques, c'est intéressant parce que ça dit des choses. Eh bien oui, ça dit des choses de la manière dont on voit aussi le futur de notre pays. Est-ce qu'on veut qui va payer? Est-ce que ce sont les jeunes générations? Enfin, tout ça, ça dit beaucoup de choses sur peut-être notre égoïsme personnel ou pas, mais je pense que ça, on aurait intérêt à le traiter. Je reviens une demi-seconde sur la motion de censure. Vous avez dit ça sert à rien, on n'aura pas les voix. J'avais cru comprendre que le groupe socialiste était prêt à en déposer une et en signer une avec l'ensemble de la NUP pour une lecture définitive. Projet de loi de finances ou projet de financement de la sécurité sociale, vous me confirmez ou pas? Le faire une fois pourra vraiment marquer... la fin d'un processus sur le débat budgétaire, le débat budgétaire, ça a un sens, oui. Et à ce moment-là, oui. Mais dévoyer une motion de censure en faisant, je sais pas, 14, 15, je pense que la banaliser n'est pas dans l'intérêt démocratique. Et donc vous vous associerez à la dernière lecture, à celle de la lecture finale? Écoutez, on verra. On verra. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse avoir sur la dernière lecture, véritablement, on a une vision globale du solanise la motion de censure. Qui solanise la motion de censure. Vous la voterez même si vous savez qu'il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Mais déjà, on va voir comment elle sera écrite. Vous savez, moi, je ne fais jamais de chèque en blanc. Alors, en termes de pouvoir d'achat, on va parler d'autres chèques. C'est le chèque énergie qui a été décidé par le gouvernement. Il y a aussi une aide pour le bois de 50 à 200 €. Il y a la ristourne à la pompe qui continue quand même. Et puis, il y a le bouclier tarifaire. On ne peut pas dire que le gouvernement fait rien. Vous saluez ces gestes-là? Vous trouvez qu'il y en a assez pour le pouvoir d'achat? Alors, sur la question de l'énergie, moi, je suis assez en colère qu'on continue à payer l'électricité aussi cher. Parce que ce que vous me dites là, c'est qu'on met des aides publiques pour compenser un prix qui est devenu stratosphérique sur l'électricité. L'électricité, vous savez, moi, j'ai une centrale nucléaire dans mon département, à Golfech. Quand elle sort, elle coûte 47 € le mégawattheure. Et quand on va aller la racheter,
ou quand des industriels vont la racheter, ou des entreprises, ou nous, on est entre 350 et 500 euros le mégawattheure. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent au passage. Et que le gouvernement ne tape pas du poing sur la table quand il va à Bruxelles pour dire... Ça a été fait. Et pourquoi les Espagnols et le Portugal, ils sont arrivés et pas la France? Posez-vous la question. De sortir du marché de l'électricité. Mais posez-vous la question. Parce qu'il y a un accord avec l'Allemagne. Mais il y a évidemment un accord. Est-ce qu'il faut balancer l'accord avec l'Allemagne pour payer moins cher notre électricité? Il y a un accord avec l'Allemagne sur l'approvisionnement en électricité. Pourquoi? Mais les Allemands ne sont pas du tout contents avec nous. Quand on va les voir, ils nous disent « Vous voulez du nucléaire, très bien, mais vous avez la moitié de vos centrales qui ne fonctionnent pas. » La moitié. Donc ça, les Allemands nous le disent clairement. Ils n'ont pas tort. On fait des choix, on n'est pas capable de les assumer. Le problème d'EDF, c'est le problème du gouvernement. Le problème d'EDF, c'est le problème du gouvernement. Ça fait 5 ans... De plusieurs gouvernements successifs. Oui, mais enfin, en tout cas, là, le gouvernement était quand même en poste pendant 5 ans. En 5 ans, on a le temps de faire des choses. Et là-dessus, vous voyez bien que EDF n'a pas assez investi, qu'on lui a demandé des dividendes. Moi, j'avais mis plusieurs fois dans les rapports qu'il fallait qu'on puisse discuter des versements de dividendes et qui ne tombent pas systématiquement dans le budget général de l'État, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ces questions-là, continuer à avoir un prix de l'électricité indexé sur le gaz, ne pas faire comme ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal dès le mois de mai, ne pas être arrivé à le faire, c'est une faute majeure. Parce que ça veut dire que vous utilisez l'argent public pour compenser un prix qui est délirant. Deuxième sujet, aider les collectivités locales sur des... Moi, je vais vous donner l'exemple d'une commune, petite commune, chez moi, Puy-Cornay, qui a fait de la géothermie. Vous mettez 6 pieux à 150 mètres dans la terre. Eh bien, vous chauffez votre école, vous chauffez la mairie, vous chauffez les logements municipaux. Ça doit être accompagné beaucoup plus par l'État. Eh bien, les petites communes, elles se débrouillent toutes seules pour faire ça. Toutes seules. Et ça, c'est un vrai sujet. Et sur les énergies renouvelables, la France est le seul pays parmi les 27 de l'Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs de production d'énergie renouvelable. Alors justement, il y a un projet de loi pour accélérer sur les énergies renouvelables. Oui, mais enfin, les objectifs, ils dataient d'il y a quand même plusieurs années. Mais c'est un texte qui a été adopté au Sénat avec les voix de la gauche, avec les voix socialistes, avec les voix écologistes. Est-ce que ici, à l'Assemblée, vous allez le voter? Le débat est la semaine prochaine. Donc, est-ce que vous avez une position que il a déjà eu lieu en commission. Oui, il a eu lieu en commission, mais les débats, vous savez, il y a des moments, les débats bougent dans l'hémicycle, ça sert à ça. Sinon, si tout était écrit d'avance, il vaut mieux rester chez soi. Il faut qu'il y ait... Nous, on avait demandé une programmation qui soit, qui soit crédible, qui soit lisible. Aujourd'hui, vous êtes je vais toujours reprendre l'exemple du Tarn-et-Garonne. Vous avez des bâtiments logistiques qui s'installent, pas un seul panneau photovoltaïque, alors qu'on est un des départements les plus ensoleillés de France. Quand vous avez un jeune agriculteur qui s'installe, qui demande de pouvoir faire un hangar de 500 mètres carrés. C'est justement parce que les recours sont trop longs. Ce texte, le texte va permettre d'accélérer. C'est parce que la préfecture lui refuse. C'est parce que la préfecture lui refuse. Et qui est la préfecture? C'est l'État. En disant, on va mégoter sur le nombre de mètres carrés qu'il veut mettre sur son toit pour mettre du photovoltaïque, alors que c'est de l'autoconsommation. Donc, c'est ça que la loi doit changer. Mais la loi le fait-elle? Vous vous rendez compte que... Oui, il y a eu des avancées, notamment des amendements qui ont été déposés sur ce point-là. Mais vous vous rendez compte qu'on est... Parfois, on se dit qu'on est dans un pays absurde. Absurde, avec des objectifs qui sont édictés au niveau national, et puis après, sur le terrain, c'est refusé pour X et Y raisons. Vous ne pouvez pas ne pas le voter si justement ça accélère. Justement ça accélère l'installation du photovoltaïque et de toutes ces énergies renouvelables. Le PS ne peut pas ne pas le voter. Mais tout ça, on le soutient. Mais vous me demandez ce que sera le texte final. Donc, la semaine prochaine, il y a un débat. Évidemment, sur toutes ces avancées, nous les soutenons, nous les demandons. Je vous ai donné 2-3 exemples très précis. Mais il faut qu'il y ait une programmation qui permet de donner de la lisibilité à chacun et pas qu'il y ait de l'arbitraire sur les décisions. C'est votre ligne rouge. Elle est la constitutionnalisation de l'IVG. Parce que l'Assemblée nationale a adopté donc la semaine dernière ce texte qui constitutionnalise l'IVG. Est-ce que vous demandez au Sénat de faire de même, d'adopter ce texte, sachant que le Sénat a refusé un texte assez similaire qui voulait aussi la constitutionnalisation de l'IVG? Oui, alors c'est une très grande avancée qui a été faite la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La formulation qui a été retenue grâce à un amendement de M. Balanant et de Marie-Noëlle Battistel,
qui ont permis dans le fond, de faire en sorte que le vote, oui. voilà, que le vote puisse avoir lieu, avec une formulation qui soit positive et qui donne des garanties, notamment par la loi, sur la durée, et que ce soit mis, enfin, en tout cas, que dans le texte, que ce soit. Donc, ça a vraiment été l'inversion de l'écriture qui a permis le vote, et un vote très très large. Historique. Vous dites au Sénat, ce n'est pas le même texte. Donc je dis au Sénat, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Je dis au Sénat, mais reprenez ce texte. Parce qu'il met des garanties dans la Constitution et il précise bien que, notamment sur la durée, sur les conditions, c'est la loi. Mais le Sénat dit l'IVG n'est pas menacé en France. Il n'y a pas besoin de le mettre dans la Constitution. Est-ce qu'ils ont tort ? Mais il n'est pas menacé aujourd'hui. Même si... Et aucun groupe ne dit aujourd'hui qu'il est contre. On est d'accord, mais il y a eu un consensus historique à l'Assemblée. On peut aussi porter une voix qui dépasse un peu nos frontières. Merci infiniment Brigitte et Tam. Valérie Rabault, on va se tourner maintenant vers Jean-Baptiste Sémerjian du Figaro Live. Bonsoir Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Il est ici, voilà, il est là, votre interlocuteur. Vous avez choisi comme question d'actualité, tiens, un départ du gouvernement il y a quelques heures, Jean-Baptiste. Et oui, Elisabeth, effectivement, aujourd'hui, Emmanuel Macron a mis fin aux fonctions de Caroline Cayeux, qui était ministre déléguée aux collectivités territoriales. Cet après-midi, sur Twitter, elle a réagi, l'ancienne ministre. Elle affirme avoir quitté son poste à la suite d'un désaccord avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui estime que sa déclaration de patrimoine serait sous-estimée. Comment est-ce que vous réagissez à cette démission et est-ce qu'elle a eu raison de démissionner ? Écoutez, je ne réagis pas, je n'en sais rien. J'ai vu son tweet. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est pour le gouvernement de faire en sorte qu'une ministre qui n'a pas trouvé un accord avec la Haute Autorité qui demande des déclarations de patrimoine et de revenus, vous trouvez que c'est plutôt cohérent ? C'est plutôt sain. Non, mais... Cette haute autorité, c'est bon. Elle s'impose à tout le monde, ce qui est très bien, ministre, élu, aux fonctionnaires. Donc, je ne connais pas la nature des discussions qu'elle a eues avec la haute autorité. Voilà, j'ai juste vu son tweet. Et alors ? Et ça vous a fait aucun effet ? Non. Vous dites politiquement, de toute façon, ça ne change rien. Et par ailleurs, ça regarde le gouvernement. Nous, on non, mais pas... je ne dis pas politiquement. Si vous me demandez politiquement sur sa situation, je n'en sais rien, donc je ne vais pas vous répondre là-dessus. Et l'équilibre pour le gouvernement, écoutez, je pense que de toute façon, je vais être... on sait très bien que les décisions sur les collectivités locales sont à la main du président de la République et d'autres, donc je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Si vous voulez que je vous raconte franchement. Donc, pas d'effet. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Jean-Baptiste, pour une autre question d'actualité. Sophie Dravinel s'est assise en face de vous. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth. Vous êtes spécialiste en particulier des questions relatives à la gauche au Figaro. J'essaye. Il y a un congrès dans quelques semaines qui concerne Valérie Rabault. C'est à vous. Alors, est-ce qu'il concerne Valérie Rabault ? C'est la question. On appelle beaucoup ce congrès le congrès clandestin. Il y avait samedi dernier une présentation clandestin parce qu'il passe un tout petit peu pour l'instant sous les radars des médias, mais peut-être que vous allez nous aider à illuminer un peu tout ça. Samedi dernier, il y avait un rassemblement de tous les cadres socialistes pour présenter les 3 principales orientations de ce congrès avec Olivier Faure, très globalement, Hélène Geoffroy et Nicolas Meyer-Rossignol, qui sont les 3 personnalités principales. Vous n'étiez pas à la présentation de ces motions. Vous êtes très rarement là quand il s'agit de l'organisation du parti. Pour quelle raison ? Alors, moi, je suis très attachée au Parti socialiste. Vous ne leur montrez pas concrètement. Oui, mais donc ça, c'est le premier point. J'ai d'ailleurs été première secrétaire fédérale dans le Tarn-et-Garonne. Donc, j'attache beaucoup d'importance au militantisme, au débat d'idées et au fait qu'on puisse véritablement organiser aussi une démocratie locale. Si vous voulez que je vous donne le fond de ma pensée, je pense que les partis politiques sont en train de mourir, qu'ils servent aujourd'hui essentiellement à gérer des questions de financement de partis, de financement de campagne. C'est quand même un point important. Ce qui est un point très important, mais c'est pour ça que je ne le sous-estime pas. Je vous dis que leur utilité est peut-être... et je le regrette. En revanche, pour ce qui est des grands débats d'idées, de savoir comment on irrigue la société, comment on est capable, dans le fond, de sentir le pouls de la société et de le transformer en cap politique ou en programme, je pense qu'il n'y arrive plus.
Il n'y arrive plus parce qu'il ne travaille pas assez, parce que... Vous parlez d'Olivier Faure et de la direction actuelle. Je parle des partis politiques en général. Mais moi, je vous interroge sur le Parti socialiste. Donc vous le mettez, c'est la même chose. Voilà, je pense que ça fait 10 ans que le Parti socialiste, malheureusement, n'a pas été en capacité de véritablement porter une idée. J'observe que les propositions qui ont été d'ailleurs portées dans les campagnes présidentielles et législatives, elles ont toutes émané des groupes parlementaires. Et ce qui n'est pas forcément... Vous avez été présidente du groupe parlementaire, donc vous vous envoyez un... Non, mais c'est pas moi. Non, mais c'est les députés et les sénateurs qui portent des idées. Vous avez, quand le revenu de base a été porté, c'est 19 présidents de conseils départementaux socialistes qui l'ont imaginé, qui ont organisé une consultation avec 15 000 citoyens. Ça, c'était en Gironde. C'est Jean-Luc Glaise, le président du conseil départemental de la Gironde. Donc, c'est vraiment des idées qui émergent du terrain. Et je regrette que les grands courants de pensée ne soient plus portés par les partis. Donc, c'est aussi pour ça que vous prenez un peu de juste distance. Pour prolonger la question de Sophie, effectivement, vous êtes très intéressée par le Parti socialiste, très intéressée par ce qui s'y passe. Vous n'êtes pas très engagée. Vous êtes toujours assez prudente. Est-ce que vous avez envie de rentrer un peu davantage dans le combat, dans la danse ? Est-ce que vous allez voter ? Est-ce que vous allez participer à ce congrès ? Pour l'instant, j'ai signé aucun texte. Oui. Voilà. Est-ce que ça va changer ? Vous savez, moi, j'aimerais que les textes donnent des grandes orientations sur... vous savez, le Parti socialiste, il a été capable de faire vivre en son sein la gauche d'Henri Emmanuelli et la social-démocratie, qui est quand même plus sur l'aile droite du Parti socialiste. Et c'est à chaque fois comme ça que le Parti socialiste a gagné des élections. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Est-ce que, dans le fond, on affirme qu'on est pour ou contre la croissance ? Et quelle croissance ? Moi, je suis contre la décroissance. Parce que je pense que la croissance, c'est la pauvreté du pays, c'est un appauvrissement généralisé. Olivier Faure ne parle pas de décroissance, pas encore en tout cas. Mais parce que cette question n'est même pas posée, alors qu'elle devrait être tranchée. Est-ce que, oui ou non, on veut la raison contre le populisme et comment ça se traduit? Et donc ça, est-ce que les valeurs de la République, est-ce que qui est un point essentiel de ce congrès, du coup, Nicolas Maillard-Rossignol, qui est sur la ligne intermédiaire, ça se transforme en congrès en disant il y a ceux qui sont pour la NUP et ceux qui seraient anti-NUP. Il y a la voie intermédiaire qui est celle de Nicolas Maillard-Rossignol. Mais c'est un enjeu de stratégie. Ça ne doit pas être un enjeu dans le fond de ce qu'est le cap du Parti socialiste. C'est aussi un enjeu d'idées, parce que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas qu'une stratégie. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, que vous lui reconnaissiez effectivement une stratégie, mais des idées. Mais je reconnais beaucoup d'idées à Jean-Luc Mélenchon. Mais si on est d'accord avec ces idées, on va à la France insoumise. Et donc vous dites à Olivier Faure qu'il devrait appartenir à la France insoumise. Je n'ai dit pas à Olivier Faure qu'il devrait appartenir à la France insoumise. Je suis en train de vous parler du Parti socialiste. Oui, mais je dis juste que le Parti socialiste a pour moi 3 grandes questions à régler pour pouvoir incarner véritablement un cap. Donc je vais les redire. Est-ce qu'on est pour ou contre la décroissance ? Moi, je suis contre la décroissance. Je suis pour une croissance parce que je considère que l'esprit humain est infini et que ce génie humain, eh bien, c'est ce qui permet le progrès. Vous savez, Camus disait créer, c'est vivre 2 fois. Eh bien, il vaut mieux vivre 2 fois, il vaut mieux être en capacité de créer. Et ça, un parti politique doit l'incarner, ou en tout cas une ligne politique doit l'incarner. Pour vous vous réfugiez souvent derrière les idées, évidemment, ça vous honore. Mais la politique aussi, ce sont des choix et des choix tranchés parfois d'incarnation. Dans ce congrès, il y a pour ou contre Olivier Faure. Il y a 3 motions, dont 2 qui sont en opposition avec Olivier Faure. Êtes-vous en opposition avec Olivier Faure ? Je pense que c'est pas ça qu'on attend du Parti socialiste. Vous me posez je vous ai dit tout à l'heure que je pensais que les partis n'avaient aucune stratégie depuis 10 ans. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas travaillé. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des stratégies électorales. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous dis qu'ils n'avaient pas sur la production d'idées. Je pense qu'il n'y en a pas eu qui émanent du parti depuis 10 ans. Il y en a qui ont émané des groupes avec plus ou moins de succès. Mais et donc il faudrait renouveler. Et donc vous êtes pour un remplacement d'Olivier Faure. Je suis pour qu'on tranche des questions. Depuis combien de temps les militants... Oui, mais là vous ne tranchez pas notre question. C'est bien dit, Madame Rabault. Oui, mais d'abord, le vote, c'est au mois de janvier. Oui. Vous n'avez pas encore choisi. Signé aucun texte. Je vous ai dit que je n'avais signé aucun texte. Vous avez signé une tribune hier. C'était bien pour compter dans ce contexte. Mais pas forcément quand je vous dis que les partis politiques... Vous savez, hier, j'ai entendu Sandrine Rousseau dire il y avait 100 000 votants à la primaire des Verts et 5 000... Eh bien, je pense qu'elle a raison. Et je pense que les partis politiques sont en train de mourir. Et que donc, l'offre de politique, l'offre politique, dans le fond, de comment on interagit avec la société, ça va sans doute se passer ailleurs.
À propos d'Olivier Faure, il a réagi tout de suite et assez nettement quand Adrien Quatennens, il y a eu de nouvelles révélations concernant le cas d'Adrien Quatennens, c'est compliqué, mais des histoires de violence conjugale avec son épouse dont il est en train de se séparer, qui est venu contredire les propos à lui, affirmant qu'il n'y avait eu qu'une gifle, etc., elle disant qu'il y avait eu beaucoup plus depuis beaucoup plus d'années, et donc la justice tranchera le 13 décembre. D'ici là, Olivier Faure a appelé à ce qu'il ne revienne pas à l'Assemblée, qu'il ne puisse plus siéger. Vous êtes d'accord au moins sur ce point avec Olivier Faure? Non, il a raison. Oui. Vous aussi, vous pensez qu'il ne devrait pas siéger? Ah oui, je pense qu'il... de toute façon, c'est au mois de décembre. Oui. Je pense qu'il faut qu'il attende le jugement. Qu'il attende le jugement, mais que d'ici là, il peut revenir... Non, je partage la position d'Olivier Faure sur ce point-là. Donc il ne doit pas revenir, attendre le jugement. Exactement. En aucun cas, vous ne dites il n'est plus en capacité, quoi qu'il en soit, ayant admis avoir donné une gifle, de représenter le peuple. Moi, je pense qu'il faut que chacun reste dans son rôle. Les juges sont les juges, les députés, il y a une séparation des pouvoirs, ne sont pas les juges. Vous avez été surprise un peu par le fait que chez les Insoumis, ce soit uniquement le groupe qui communique et qui dise il est urgent d'attendre sans se prononcer. Est-ce que vous y voyez un peu l'influence de Jean-Luc Mélenchon et un fonctionnement particulier, un peu spécifique aux Insoumis? Je n'en sais rien. Vous les voyez travailler tous les jours. Oui. Vous portez un jugement sur la façon dont leur groupe politique fonctionne? Non, parce que si vous voulez, je vous ai parlé beaucoup du Parti socialiste, je peux vous parler du groupe, mais je ne vais pas parler des autres. Alors justement, Clémentine Autain, elle appelle à un travail intergroupe, à trouver une charte qui soit commune à toutes les groupes qui constituent la NUP. Avant de parler par groupe ou par au niveau de la NUP. Je pense que ça peut être un bon moyen de faire vivre la NUP. Oui, avant de parler d'intergroupe, je pense que chacun peut déjà faire vivre son groupe. Et puis, les bonnes pratiques peuvent être partagées, mais je pense qu'avant de vouloir faire des règles pour l'intergroupe, et bien que chacun fasse vivre son groupe. Dernière question, peut-être sur Paris, Anne Hidalgo, peut-être que vous allez la soutenir par ce congrès, parce qu'elle est en fait derrière la liste de Nicolas Maillard-Rossignol. Elle est très attaquée en ce moment par le gouvernement, par des représentants du gouvernement, sur la gestion de la ville. Vous qui êtes spécialiste des politiques publiques, est-ce que vous comprenez ces attaques? Est-ce que vous soutenez la gestion de la dette par Anne Hidalgo et la gestion de sa ville globalement? Alors, j'observe qu'il y a beaucoup d'attaques politiques de la part de potentiels prétendants à la candidature aux prochaines municipales. Je ne sais pas comment ils s'organisent entre eux, mais enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a eu des petites passes d'armes, ils sont nombreux. Je pense que la question effectivement budgétaire et financière, évidemment, pour la ville de Paris est importante, puisqu'il y a les JO qui arrivent, qui demandent aussi des choix. Et je pense aussi que, de ce que je comprends, c'est que l'État n'a pas totalement tenu tous ses engagements. Alors, si je regarde après sur les transports, notamment, parce que c'est quand même ce qui coûte cher, eh bien, quand on regarde depuis 7-8 ans, on investissait globalement en France un peu plus de 1% de notre PIB chaque année pour les transports. On est à 0,8. Alors vous allez me dire, oui, entre 1 et 0,8. Oui, mais enfin, ça fait tout de suite 6 milliards d'euros en moins par an. Donc, il y a quand même eu des sous-investissements sur les transports. Et ça, on sait que c'est aussi ce qui coûte cher. Est-ce que le principe de récupérer cette année de loyer, comme l'a fait Anne Hidalgo, qui a été dénoncé alors très vite par Gabriel Attal comme un système de Ponzi. Mais ce principe-là, qui est un principe d'une règle budgétaire, est-ce que vous l'approuvez ou est-ce que c'était imprudent? Mais ça a été validé par le ministère de l'économie et des Finances. Est-ce que c'est pour une bonne Est-ce que c'est bien pour cette raison-là? Quand on signe, il faut être deux à minima. Donc j'imagine. Indépendamment de ça, de l'incohérence que vous dénoncez, est-ce que, comme règle budgétaire, c'est prudent? C'est prudent. Je ne connais pas le texte exactement ce qu'elle a signé. Moi, je pense qu'il vaut toujours mieux avoir une comptabilité qui corresponde aux années effectives. Ça, c'est un principe global. Mais à partir du moment où Bercy a signé, Bercy doit respecter sa signature. Sinon, ça veut dire qu'un contrat n'a plus de valeur. Donc, c'est une responsabilité partagée. Ah bah, c'est bien sûr une responsabilité partagée. Parce que pour signer un contrat, il faut être deux. Merci beaucoup, Sophie Dravinel. Dans un instant, le sénateur René-Paul Savary va nous rejoindre. Il va beaucoup vous parler retraite. Une question quand même, parce que les images, évidemment, sont absolument sidérantes. Ce sont les manifestations historiques en Chine. On voit que des milliers d'habitants de différentes villes chinoises manifestent contre la politique zéro Covid de Xi Jinping. Qu'est-ce que ça vous inspire dans le fond? Ça m'inspire deux choses. Ouais. Ça m'inspire que nous avons beaucoup de chance d'avoir le vaccin et d'être vaccinés.
et ce qui n'est évidemment pas le cas de la population chinoise. Et donc, nous mesurons la chance que nous avons de pouvoir sortir en liberté. Franchement, quand on voit ces images, ça nous interpelle et ça doit nous faire prendre conscience de notre propre liberté. Et le deuxième volet, qui est évidemment plus démocratique, c'est que, effectivement, le peuple chinois, ça peut être un vrai tournant pour le pouvoir central en place en Chine. Entre la révolte des femmes en Iran, cette colère chinoise tout à fait inédite pour le pouvoir chinois, tout à fait. Et même cette résistance absolument fantastique qu'on admire beaucoup des Ukrainiens face à Poutine, il y a quelque chose à la fois sur ce fond dramatique absolu de dictature, il y a quelque chose de réconfortant. Il y a une force humaine incroyable. J'ai eu l'occasion d'aller en Ukraine avec la présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré des gens qui ont leur maison détruite. Nous avons rencontré le président Zelensky, qui a une force intérieure pour tenir le pays et ce combat. Et donc, c'est un enseignement chaque jour de cette force humaine incroyable. René-Paul Savary est en face de vous. Je peux vous appeler Monsieur Retraite. Vous êtes sénateur à l'air de la Marne. Monsieur Retraite du Sénat. Voilà. Non, pas encore. Et vous avez choisi effectivement d'aborder ce débat. Je vous remercie de l'avoir accepté d'ailleurs tous les deux sur ce sujet qui va beaucoup occuper le Parlement dans quelques semaines et qui va être très important aussi pour le gouvernement. Vous avez vous-même, je crois, été l'auteur d'un amendement au Sénat qui porte l'âge légal à 64 ans. Voilà, pour être précise. Monsieur Savary, c'est à vous. Écoutez, oui, c'est un sujet qui paraît important. Je crois que c'est incontestable, non seulement pour le gouvernement, mais pour l'ensemble des Français. Simplement, la situation, on la connaît quand même. Par rapport aux autres pays, on part à un âge beaucoup plus avancé que nos voisins européens. On a un nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités qui est en train de se dégrader. Et il sera à un moment important de prendre des mesures. Et si on ne prend pas les mesures tout de suite, elles seront d'autant plus brutales. C'est la raison pour laquelle nous poussons le gouvernement, en tout cas la majorité sénatoriale dont je fais partie, à prendre ses responsabilités, en partant sur un certain nombre de principes que sûrement vous partagez pour certains, notamment à faire confiance aux partenaires sociaux. Et la discussion, elle ne doit pas être sur un coin de table pendant 2-3 mois, elle doit s'établir au moins sur 1 an. Avec un principe également que si on ne prend pas tout de suite les mesures, les réformes feront qu'on travaillera encore plus longtemps, à plus de 65 ans. Nous, on préfère que l'âge soit ramené à 64 plutôt que 65. Et puis, on veut surtout affirmer que le système de répartition, c'est un système qui, par définition, dans son financement, ne peut pas être équilibré par la dette. Donc, il faut prendre des mesures d'équilibre à travers cette réforme, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de mesures de solidarité qui doivent être accompagnant tous ces dispositifs et qu'il faut bien trouver les financements. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé des mesures paramétriques et d'ajustement notamment de l'âge, avec un âge de départ de l'âge légal à 64 ans au lieu de 62, et en accélérant la réforme Touraine, que vous connaissez bien, et qui s'appliquera à partir de 1967 au lieu de la génération. Quelle est la question pour commencer, M. Savary ? 1973. Je voulais préciser ça pour qu'on voit ce que l'on peut partager. Et ma question, quelle est la position actuellement que vous avez par rapport à cela, puisque vous avez au fil du temps refusé le décalage de l'âge tout en acceptant, réforme Touraine, la durée plus longue des cotisations. Il y a eu, effectivement, c'est le seul quinquennat, celui qui vient de s'achever, qui n'a pas fait de réforme des retraites, puisque le président Sarkozy en avait fait une. Lui, il avait à la fois augmenté l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation. Ensuite, il y a eu en 2013-2014 la réforme Touraine, qui a augmenté la durée de cotisation avec un ajustement sur les cotisations. Et puis, le précédent quinquennat, où il n'y a rien eu du tout. Bon. Moi, je suis contre partir sur une réforme qui fixe l'âge. Parce que si vous commencez à travailler très tôt, vous avez vos annuités, vous n'avez pas encore atteint l'âge et vous commencez par rapport à d'autres. Si vous commencez à travailler très tôt, c'est qu'en général, vous n'avez pas eu des études prolongées. Et souvent, on s'aperçoit que ce sont aussi les salaires qui sont les moins élevés. Donc, moi, je suis contre cette question sur l'âge. Là où je vous rejoins, c'est que je ne pense pas que équilibrer un système des retraites avec la dette soit une bonne chose. Mais quand je regarde les équilibres, effectivement, 4,8 milliards de déficit du régime général en 2012. La réforme Touraine permet d'amener le système à l'équilibre en 2016,
2017. Vous êtes d'accord avec moi? Sur le régime général. La réforme Touraine ne s'applique pas encore. C'est l'augmentation des cotations, c'est pas la réforme Touraine. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'il y avait la durée de cotisation. Parce que la réforme Touraine va s'appliquer que dans il y avait les années qui viennent, oui, hein, mais c'était un équilibre qui était fait sur l'augmentation des cotisations en 3 tiers. 1 tiers payé par l'État, 1 tiers par les employeurs, 1 tiers par les salariés. Et donc, régime à l'équilibre, qui est devenu déficitaire en 2019, au moment où le gouvernement a dit « je fais des exonérations de cotisations » sur les heures supplémentaires. Oui, mais enfin, c'est pas ça qui a déséquilibré. Il y a aussi le rapport de ceux qui partent en retraite par rapport... En 2019, c'est ce qui a déséquilibré. C'est un choix politique qui a déséquilibré le régime général des retraites. Donc, la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que sur les projections qu'on regarde du Conseil d'orientation des retraites, il a refait 8 scénarios, dont 4 seraient déficitaires, 8, ça dépend des hypothèses qu'on prend sur le taux de chômage, etc. Bon. Mais moi, je pense que s'il y a un vrai débat sur les retraites, plutôt que de demander, de dire on va passer à 65 ans, moi je suis contre, ou à 64, de dire aux Français, est-ce que vous préférez passer à 64 ans ou est-ce que vous préférez payer, puisque c'est ça le montant, entre 11 et 22 euros de plus par mois sur les cotisations qui peuvent être aussi prises en charge par les employeurs. Ça peut être un vrai débat. Parce que, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant quand même. Hein. Ah mais ça serait un vrai débat. Plutôt que de dire c'est tout là, on a une différence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, sur la durée de cotisation. Juste sur ce sujet, peut-être la différence. Oui, c'est une différence, parce que la durée de cotisation qui augmente, c'est inéluctable de toute façon. La réforme va faire qu'on va en arriver là. Simplement, sur le plan du poids budgétaire que cela entraîne, c'est minime si vous décalez pas l'âge. Pourquoi ? Vous avez 20 ans, vous avez 43 annuités, ce que propose la réforme Touraine, ça fait 63 ans. Si l'âge légal est mis à 64 ans, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, à ce moment-là, si je peux partir, si vous décalez pas l'âge légal, ils partent et ils n'ont pas forcément... puisque l'âge, si elle reste à 62 ans, ils n'ont pas forcément leur retraite à taux plein. Donc, vous faites automatiquement des travailleurs plus pauvres. D'ailleurs, les scénarios sont là-dessus très classiques. La réforme de l'augmentation de la durée de cotisation fait qu'il y a une baisse de la pension moyenne. Va faire des retraités plus pauvres. Fait des retraités plus pauvres. Oui, de 300 euros en moyenne. Et la réforme de l'âge fait que ça augmente le niveau de retraite. C'est la raison pour laquelle, dans la stabilité du système et pour l'équilibre sur le long terme, il faut faire un mariage des deux. Sinon, ce n'est pas suffisant, madame. La retraite, ce n'est pas qu'un équilibre budgétaire. C'est aussi ça apporte ce que ça dit pour la vie de nos concitoyens. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans ou quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans. Vous lui dites, vous allez partir tous les deux au même âge, vous leur fixez une retraite, un départ d'âge à la retraite à 64 ans. C'est là qu'il faut trouver justement un certain nombre de dispositifs pourquoi ne pas partir uniquement sur la durée de cotisation ? Parce que comme ça, vous êtes plus juste vis-à-vis de la personne qui est partie à 19 ans. Sinon, non, parce que les gens partiront plus tôt. Si vous restez à un âge légal, ils vont dire je pars à l'âge légal, je ne pars pas à l'âge du taux plein. Or, actuellement, les gens, pour eux, le taux plein, c'est important. Parce que déjà, il faut que la retraite, elle soit conséquente. Hein, on connaît les difficultés. Vous avez commencé à donc, si vous ne ans, partez pas là, si vous n'incitez pas les gens à travers cette mesure d'âge... Les gens sont suffisamment quand même conscients du niveau de retraite pour partir à taux plein s'ils le souhaitent au-delà de 62 ans. Oui, mais madame, après, c'est pas la même chose pour la rentrée le taux plein dans les caisses. Et quand on calcule la retraite, c'est ce que vous touchez à ce jour-là. La durée moyenne des retraites, c'est une vingtaine d'années. La moyenne, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas la revalorisation qui suit. Donc, où vous avez l'impression, quand vous prenez votre retraite, que vous êtes à peu près à un niveau moyen, par rapport à vous dites ça va suffire, sauf que 10-15 ans après, ça ne suffit pas. Et vous faites des personnes qui connaissent des difficultés. C'est quand même redoutable, je trouve, comme système. Vous dites à quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans, vous allez partir à 64 ans. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans parce qu'il a fait des études, qui a un salaire plus élevé, vous lui mettez le même âge. Mais c'est illogique. Si vous lui... Mais oui.
19 ans, 25 ans. Mais il y a un dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, vous l'ajustez en fonction. C'est quand même... Ça existe, ajouter ça. Des étages, tandis que si vous partez de la durée de cotisation, que vous introduisez de la pénibilité. Parce que quand vous faites des métiers dans les travaux publics, vous avez une pénibilité sur le port de charge. Il faut qu'on parle du travail des seniors, c'est important. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est deux leviers, durée de cotisation et pénibilité. Pour nous, ce sont les deux jambes qui permettent d'avoir une réforme des retraites juste. Et vous êtes sur l'âge de départ à la retraite. Et ce qui, pour moi, est injuste. Pour payer la pénibilité, il faut bien équilibrer le système. Nous voulons une vraie solidarité. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut pouvoir la financer, la solidarité. On est d'accord, mais vous pouvez... ce sont des dépenses supplémentaires. Vous pouvez la financer. Vous pouvez la financer. Là, vous voulez la financer sur les cotisations retraite, non, la pénibilité. Sans augmenter les cotisations. Oui, oui, mais quand même sur la base des cotisations retraite, vous pouvez imaginer une solidarité qui soit une solidarité nationale. Par exemple, si on remet l'ISF, ça peut financer la solidarité. Et nous, on est plutôt sur une solidarité qui soit de justice sociale plutôt que celle que vous proposez. Voilà. Mais notre système n'est pas injuste. Notre système est un système qui permet justement de maintenir les gens en emploi. Il n'y a rien de pire. Et on aborde. Il est très injuste que quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans partira à 64 ans et quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans partira à 64 ans. Mais non, il continuera plus loin. Il attendra son taux plein, bien entendu. Alors, dans ce cas, pourquoi vous mettez un âge à 64 ans ? Mais c'est un âge minimum légal. Sinon, justement, ceux qui ont travaillé plus tôt parlent plus tôt. Mais dans ce cas, c'est pas l'âge. Dans ce cas, vous voyez bien que c'est pas l'âge légal qui entre en ligne de compte. C'est la durée de cotisation. Il y a la durée de cotisation et l'âge minimum légal. Il faut trouver un équilibre. Mais vous partagez le fait qu'il faut maintenir un certain nombre de personnes, les emplois, les seniors en emploi. Ça, c'est la deuxième quelque question. chose de particulièrement important. Nous, c'est notre philosophie, en pensant que plus il y a de personnes en emploi, plus ça crée des richesses, plus on embauchera les jeunes. C'est la raison pour laquelle on est attaché à ce maintien de l'emploi des seniors. Il ne faut surtout pas qu'ils quittent leur travail. Il ne faut pas que ce soit la variable d'ajustement. Il faut miser sur les seniors. C'est ce qu'on avait conclu. Et avec des dispositifs qu'on peut améliorer, et je pense que vous en partagez certains, puisque vous aviez essayé les contrats de génération, c'est notamment la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite. Je suis favorable à la retraite progressive, cumul emploi-retraite, donc ça, c'est ce qui permet de travailler 3 jours et puis de commencer à partir 2 jours à la retraite par semaine, qui est de la flexibilité. Avant, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de système informatique. Aujourd'hui, tout est informatisé. On peut avoir un système qui soit plus facilitant pour l'ensemble des... C'est pour ça qu'en jouant sur ces paramètres, il y a toujours une année qui peut être, ou 2 années qui peuvent être, mais c'est plutôt une année entre 63 et 64 ans qui pourrait être critique si on décale l'âge, et c'est là qu'il faut trouver, que l'on propose justement qu'il y ait des mesures particulières pour qu'il y ait une entrée en retraite progressive, qu'on arrête en France de liquider définitivement sa retraite. On part en retraite, ça y est, on fait le compte, c'est fini. Non, il faut pouvoir la liquider de façon intermédiaire, continuer, si possible, d'avoir un travail, faire l'équilibre, qu'il y ait éventuellement des cotisations supplémentaires qui rentrent en ligne de compte, puisque ce n'est pas pris actuellement, qui rentrent en ligne de compte dans ce cumul-là. Et la question qu'on peut vous poser, puisque c'est vous qui n'aviez pas accepté, la gauche qui n'avait pas accepté à l'époque que les cotisations ouvrent des droits en ce qui concerne le cumul emploi-retraite. Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Alors, votre réponse. Vous aussi ? Moi, je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir un cumul, mais je redis, je suis en défaveur du report de l'âge légal de la retraite. Ça, on a compris. Non, mais je préfère le préciser. Oui, l'on compris. Oui, le redire. Mais là-dessus, qu'il puisse y avoir un aménagement pour augmenter, parce qu'effectivement, on a 10 points de moins en moyenne du taux de travail des seniors par rapport au reste de l'Union européenne. Oh oui, facile. À peu près 10 points, voilà. Et donc, faciliter ça, vous êtes d'accord ? Mais moi, je suis favorable, oui. D'accord. Voilà un point d'accord. Enfin, on n'est pas d'accord sur les ajustements. Non, sur les ajustements, mais je pense qu'il faut bien faire comprendre à nos concitoyens que c'est légitime que l'on ait un maintien le plus longtemps possible dans l'emploi, et ça permet en même temps de lutter contre les troubles cognitifs, etc. Ça aussi des avantages. En tout cas, débat très instructif. Ce serait bien qu'au Parlement, il y ait ce même genre d'échange, parce que vous étiez passionnants tous les deux. Vous pensez que ça sera le cas ? On verra. Je ne sais pas ce qui sera proposé dans la réforme. Qu'est-ce que vous pensez du calendrier ?
Mais je ne vois pas aujourd'hui l'urgence de faire cette réforme des retraites. Moi, je pense que dans les urgences, il y a l'énergie et qu'on va se prendre une crise sans doute au début de l'année prochaine si le gouvernement ne corrige pas cette question sur l'énergie. Enfin, je vais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous voyez qu'un boulanger dans ma circonscription d'une petite commune va passer d'une facture de 1 500 € à 4 500 € par mois, mais ça veut dire quoi ? Donc, s'il n'y a pas cette question-là de l'énergie qui est résolue très rapidement, le gouvernement risque de laisser mettre au tapis les pans de l'économie. Et une commune qui n'a plus de boulangerie, c'est pas possible. Dans un instant, on va retrouver Jean-Baptiste Sémerjian. 49.3 sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en penseriez ? Dans ce cas, le gouvernement utilisera sa dernière cartouche. Oui. Parce qu'il ne pourra pas en utiliser... Il y a une promesse d'Emmanuel Macron qui est que la réforme rentre en vigueur à l'été 2023. Oui, il y a eu beaucoup de promesses. Pourquoi ça vous fait sourire ? Parce qu'il y avait déjà une réforme qui devait être faite sous le précédent quinquennat. Elle existe toujours. Il peut aussi le faire dans le cadre du projet de budget rectificatif de la sécurité sociale. Mais je crois qu'il s'est engagé à ne pas le faire. Donc, non. Pour vous, c'est non. Mais en tout cas, parce que vous dites que les engagements mais je peux pas parler pour ceux qui font les promesses ou qui prennent les engagements. Vous, en tant que parlementaire... Mais une réforme des retraites, ça doit être une réforme des retraites. Ça peut pas être un amendement ou un article dans un projet de loi de la sécurité sociale. Oui. Enfin, il y a moyen de parer en prenant les mesures désagréables, notamment les mesures d'âge à travers un PLFR, puisque un projet de loi finance rectificative. Et toutes les modalités sociales à côté de ça, prises dans un projet de loi. D'accord, mais à force de nous dire ça, on va nous dire le Parlement ne va plus servir à rien, la France ne sera plus une démocratie, tout passera en 49.3, on regardera plus les articles. C'est pas moi qui vous dis de faire ça. Non, les amendements ne seront plus retenus, il faut quand même arrêter. Jean-Baptiste Sémerjian, on revient vers vous, cher Jean-Baptiste, en direct du Figaro Live. Quelle est votre question à Valérie Rabault ? Oui, Valérie Rabault, hier sur YouTube, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un grand plan RER pour 10 villes en France. Il a aussi vanté les mérites du train de nuit. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour désenclaver ce que certains appellent la France périphérique ? Écoutez, je ne sais pas ce que concrètement le président de la République souhaite faire. Moi, ce que j'observe, c'est que sur les infrastructures de transport, les investissements ont baissé depuis 7-8 ans dans notre pays. Donc, il doit manquer entre 5 et 6 milliards d'euros par an par rapport, si on prenait l'équivalent en termes de points de PIB auparavant. J'observe que moi, je suis dans une région, l'Occitanie, qui est la seule à ne pas avoir de ligne LGV. Alors, vous allez me dire, LGV, c'est pas les transports du quotidien. Vous aurez raison, sauf que toutes nos lignes sont aujourd'hui complètement engorgées. Donc, pour les désengorger, ça permet de mettre les grandes lignes sur des voies et puis de mettre les TER sur d'autres. Et que sur cette ligne LGV Bordeaux-Toulouse, l'État demande aux collectivités d'en payer 40%, ce qui est une première, ce qui ne s'est jamais fait pour toutes les autres lignes LGV. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est un plan de financement global, les petites lignes, les intercités, les TER, et qu'on ait une réflexion véritablement globale sur le transport. J'ai été au mois de juillet dernier en Allemagne, où ils ont mis un ticket de train 9 € par mois, qui a été testé. Un ticket de train qui vous permet de voyager partout. Ah oui. Voilà, sauf les ICE, un pass. Là, vous avez une baisse du trafic automobile de 10%. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des trains qui fonctionnent, qui sont pas chers, vous prenez le train et vous n'hésitez pas. Moi, je vais vous citer un autre cas d'une commune de ma circonscription qui est à Lexos. C'est un train qui permet d'aller à Toulouse en 1h15, sauf qu'ils enseignent à en avoir 6 par jour. Parfois, il n'y en a pas toujours. Donc, c'est ça qu'il faut que le président de la République, si on fait un vrai plan ferroviaire, là, ça deviendra intéressant, avec peut-être un pass, comme ce qui se fera en Allemagne, pas cher, Jean-Baptiste, et qui vous avez un mot encore aux voyageurs de prendre le train. C'est fini, concrètement, Emmanuel Macron rappelait un argument écologique aussi derrière ce désenclavement via des RER. C'est celui que j'ai cité en disant qu'en Allemagne, le trafic avait baissé de 10% quand le billet n'était pas cher et que c'était un pass qui a servi à beaucoup de personnes. La présidente, donc vous êtes plutôt favorable. La présidente socialiste, d'ailleurs, co-autrice de la tribune avec vous dans le JDD, Carole Delga, a salué l'annonce d'Emmanuel Macron. Plus enthousiaste que vous, on va le dire. Elle a été plus enthousiaste que moi, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci beaucoup Valérie Rabault. Merci. Et René-Paul Savary, c'était encore une fois, très bien cette tonalité de débat entre vous. Donc on se félicite que ça a été sur
LCP, on vous retrouve la semaine prochaine. Et Public Sénat, bien sûr, pour audition publique à 19h30. Merci à vous. Et bonne semaine à tous.